Quels sont tous les frais que l'on peut déduire quand on est indépendant, chef d'entreprise? C'est le sujet de ce nouvel épisode Pause Compta. Et comme à chaque fois, vos experts préférés, Jordan, celui qu'on ne remplace jamais, il est là. La dernière fois, il était philosophe. Que va-t-il être aujourd'hui? Sniper, philosophe, aujourd'hui tu es qui? Je ne sais pas, mais on le découvrira au cours de l'épisode. Hein. Et puis on retrouve notre machine de guerre, celle qui prépare les émissions comme une... comment dire? Bibliothécaire. Ouais, mais vraiment, mais clairement, je vous montre le dossier. Et j'ai pas les lunettes qui vont avec, voilà. hein, les gars. C'est moi qui les ai mises. Ça, c'est la préparation de Cindy, voilà, il y a 14 pages. Et puis on a la préparation de Jordan, on a 2 pages. Voilà. Et encore, je suis gentil parce qu'en vérité, il n'a rien préparé du tout. Elle l'a fait pour moi. Mais il a tout en lui et dans sa tête. Merci les amis d'être là. Le rituel de ce début d'émission, vous le savez, c'est par rapport à la thématique du jour. Quelle est la question qu'on vous pose le plus souvent? Jordan. Alors, comment identifier les charges déductibles? Ouais, c'est vrai que... c'est vrai, c'est le principe de base. Quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut déduire, pas déduire? Merci, c'est le sujet de cette émission. Cindy, quelle est la question qu'on te pose le plus souvent? Ah, c'est celle que tu adores, c'est sur les voitures. Ah oui. Ah bah oui. Ouais. En plus, on enregistre au moment du salon de l'auto, et c'est vrai que on entend tout et son contraire. Et j'ai hâte d'avoir ton point de vue. À toi, on le rappelle, tu es juriste aussi, donc il y a vraiment, on a du lourd autour de la table. Vous posez vos questions aussi en commentaire. Vous le savez, on a plus ou moins 30 minutes. Parfois, on s'emballe, on en fait 50. Mais si on n'aborde pas les sujets qui vous intéressent, vous mettez vos questions en commentaire. Bon, allez, les amis, revenons à notre sujet principal, les frais déductibles. Et c'est vrai que je pense directement à 2 profils. On a celui qui démarre son activité, qui veut se payer le salaire net le plus bas possible pour éviter de payer beaucoup de cotisations sociales, etc. Et donc, il va chercher à déduire un maximum de choses. Et puis, il y a un deuxième profil qui est celui qui veut payer le moins d'impôts possible. J'ai rien donné à l'État. Et donc, il va essayer de faire plein de frais pour qu'à la fin, il ait le moins de taxes à payer. C'est ces 2 profils-là auxquels j'aimerais bien qu'on s'intéresse. On est d'accord sur les 2 profils que j'ai décrits, Cindy? Oui, clairement. Maintenant, ça reste avec toujours un squelette qui est commun aux 2. Hein. Je veux dire, nous, quelque part, moi, il n'y a pas de souci d'aller au combat. Et le combat, c'est avec le contrôleur qui arrive en face. Alors, lui, généralement, il est bien armé. Il a un bazooka. Et toi, si tu me donnes une fourche pour y aller, ça va être un peu plus compliqué. Tu vois ? Donc, par rapport à ça, il faut trouver un juste équilibre. Et donc, par rapport à ce juste équilibre, il faut surtout aller voir au niveau de la loi. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et la jurisprudence aussi. Alors, on ne va pas rentrer dans ces détails-là parce que ça fait très, très structuré, légal, etc. Mais voilà, il y a quand même des conditions, en tout cas, à respecter. Et c'est vrai que quand on pense frais déductibles, les amis, il y a juste quelques principes de base qu'il faut vraiment toujours avoir bien en tête, Jordan. Quand on veut déduire quelque chose, il faut que ce soit d'office en lien avec son activité, tout simplement. C'est la toute première question, mais j'aimerais d'abord revenir sur ce que j'appelle la théorie de l'élastique. Ok. Il faut vraiment l'avoir à l'esprit, c'est la tension par rapport à la déduction, c'est-à-dire que généralement le contribuable, l'indépendant va avoir une vision de la déduction très très large, très extensible, et le contrôleur, elle va être très obtus. Et on doit, nous, en tant qu'experts comptables, être un petit peu à mi-chemin. Voilà, on parle de tension, on parle d'obtus. On a aujourd'hui Jordan, le physicien. Le mathématicien, le scientifique, il est avec nous aujourd'hui, mais c'est bien de le rappeler. Mais donc, quels sont finalement derrière ce principe de dire que ça doit avoir un lien avec la société? Est-ce qu'il y a quelques règles décrites, des critères finalement qu'on pourrait donner aujourd'hui, partager à ceux qui nous écoutent et nous regardent? Je dirais 4 conditions vraiment principales à bien retenir. 1, comme on l'a dit, ça doit être lié à ton activité professionnelle. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça doit être fait pendant la période, entre guillemets, imposable, dans laquelle en fait tu vas déduire justement tes charges. 3e élément, qui est quand même important également, ça doit avoir un but d'acquérir ou de conserver des revenus. Et alors le 4e élément, qui est plus matériel, je vais dire, c'est vraiment, on doit se dire qu'il doit y avoir une réalité de la charge et surtout de se dire que le montant doit être justifié. Et donc là, c'est toute l'idée des factures, etc., dont on a déjà discuté. Alors justement, Jordan, ce qui peut être sympa, c'est quand même de rappeler aussi le concept derrière la notion de déductibilité, même si je l'ai un peu induite au début en disant, il y a ceux qui recherchent à diminuer leur base imposable. Mais donc, qu'est-ce que tu pourrais dire derrière cette notion de déductibilité finalement? Comment ça se passe concrètement? Alors, il ne suffit pas d'avoir une facture ou un ticket de caisse. C'est
un début de preuve, quelque part, mais il y a également justement toute la charge de la preuve qui reste sur l'indépendant. C'est-à-dire que exposer une dépense, c'est un début. L'affaire, OK, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir la justifier. Et ça, c'est souvent omis quand même par beaucoup d'indépendants, de dirigeants d'entreprise qui pensent qu'il n'y a qu'à obtenir une facture au nom de l'entreprise, au nom de l'indépendant et sous son numéro de TVA, pour déduire, c'est pas si court. Mais alors concrètement, comment est-ce que, là tu parles de justification, donc j'imagine que ça se passe quand il y a le contrôleur, mais est-ce que il faut noter ça sur un papier? Est-ce que imaginons que j'achète une TV, parce que dans mon bureau j'ai besoin d'une TV pour pouvoir présenter mes projets à mes clients. Est-ce que sur la facture je dois noter TV entre parenthèses sert à faire des présentations à mes clients? Ou alors on va pas jusque-là, c'est le jour où il y a un contrôle, potentiellement, on compte sur notre comptable pour pouvoir expliquer les choses comme il faut. Voilà. En fait, il n'y a pas de preuve suffisante. Ok. En soi, donc comme j'ai dit, la facture, c'est un début de preuve. Tu peux argumenter, effectivement, tu sais toi-même à quoi a servi la dépense. Mais ça ne sera nécessaire qu'effectivement en cas de contrôle. Alors tu peux garder des preuves, par exemple avoir une photo, puisque les contrôles généralement ont lieu dans le futur. En fait, par exemple, avoir une photo de l'aménagement de ton bureau, ce genre de choses, qui témoignent en fait de la véracité de ce que tu dis. Ok, donc on peut aller jusqu'à vraiment créer un dossier. Et si j'achète une cafetière, par exemple, on pourrait se dire une cafetière, c'est pour mettre dans mon bureau parce que mes clients, je dois leur offrir un café. Et puis on la met chez nous. Donc on pourrait simplement la mettre au bureau, faire une petite photo et puis amener la cafetière chez nous. Et ça passe. Ça passe. Voilà, dans la grande théorie, effectivement, mais il y a aussi des seuils de matérialité. Okay. Voilà, une cafetière à 50 €, il y a rarement un contrôleur qui va lourdement s'apesantir dessus. Oui. Ok, oui. Par contre, moi, j'aimerais bien intervenir parce que j'ai déjà eu le cas inverse. Alors, tu marques bien dessus que c'est professionnel. Surtout, ne marquez pas sur la facture que vous ne savez pas si ça peut être professionnel ou pas. C'est-à-dire ? J'ai déjà eu le cas. Donc, en fait, comme on fait des scans de factures, eh bien, le client avait déjà écrit sur le document en disant voilà, je ne sais pas si ça peut passer, mais je le mets quand même. Ah oui, vraiment. Alors, c'est un petit peu plus problématique, tu vois, parce que pour essayer de convaincre le futur contrôleur que c'est vraiment professionnel, c'est plus compliqué. Après, on est d'accord que le réflexe de nouveau qu'on peut conseiller, c'est simplement d'appeler avant son comptable, d'envoyer un petit mail, dire écoute, voilà, je dois acheter une TV, j'ai le sentiment que je peux la justifier. Est-ce que ça passe ou pas selon toi ? Et faire preuve d'un minimum de bon sens. Moi, je me rappelle comme ça d'un pizzaiolo qui travaillait seul et qui, en fin d'année, avait acheté 4 iPhones avec sur la facture marqué « emballage cadeau offert ». Ouais. C'est un peu gros. Par rapport à la notion de déductibilité, ce que j'ai pu voir et entendre aussi, c'est que même si on sait que c'est déductible, parfois, il y a aussi seulement un pourcentage qui est déductible. Parce qu'il y a toujours le contrôleur va considérer qu'il y a toujours une partie qui est pour le privé. Et ces pourcentages, qui les détermine ? Comment est-ce qu'on peut les savoir, Cindy ? Alors, c'est soit déterminé par la loi, où on va être très clair au niveau du pourcentage qui va être repris. J'invente, ici je reprends comme exemple les frais de restaurant, mais par exemple pour tout ce qui est frais de voiture en société, c'est bien déterminé, mais tout ce qui est personne physique, etc., là on va se retrouver dans un flou un petit peu plus important en se disant, tiens, est-ce que la personne physique va utiliser sa voiture 5 jours semaine, 4 jours semaine ou 7 jours sur 7, ça peut arriver. Et donc là, on va pouvoir déterminer en fonction du cas par cas. Ok, donc il n'y a pas de règle, de nouveau c'est toujours le même concept, ça dépend, l'activité et réellement ce qu'on en fait et notre capacité à pouvoir objectiver un maximum. Et à motiver ta déduction. Ok. Bon, dans un instant les amis, on va aborder catégorie par catégorie, on va parler du logement, on va parler de la voiture, évidemment on va parler des restaurants, parce que aussi plein de légendes. On dit aujourd'hui par exemple qu'aller au restaurant le dimanche, faire un rendez-vous client, ça passera pas, parce que qui fait des rendez-vous le dimanche ? Moi je fais des rendez-vous le dimanche. Des rendez-vous business. Est-ce que ça passe ou ça passe pas ? On va en parler dans un instant et n'hésitez pas aussi à nous mettre en commentaire de cette vidéo ce que vous avez déjà réussi à déduire ou les questions que vous vous posez. Nos experts sont là pour vous répondre. Quelle est la plus grande catégorie ? Commençons par la voiture en vrai. Rentrons dans le vif du sujet. Comme on l'a dit, on est en pleine période du salon de l'auto. On entend tout. J'entends des gens qui me disent, Davy, voiture essence, diesel, oublie, full électrique ou hybride. Mais attention, hybride, c'est progressif, tu ne pourras pas tout déduire, machin, etc. Je suis complètement perdu, Cindy, aide-moi. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention entre les discours que tout le monde tient et la réalité des faits et surtout qu'est-ce qui va se passer en termes d'impôts à payer. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Alors, évidemment, tout ce qui est diesel, essence, on sait très bien que progressivement, ça va être de moins en moins déductible. On arrive ici pour les revenus qui seront repris en 2028. Donc, c'est
dans 4 ans, entre guillemets, on aura 0% de possibilité de déduire tout ce qui est thermique. Ok. Donc là, forcément, ça fait tout de suite un frein. Donc on se dit, OK, là, moi, je vais plus du tout acheter de voiture thermique parce que ça n'aura pas d'intérêt et je vais directement aller vers de l'électrique qui sera normalement, je dis bien normalement, 100% déductible. Ouais. Alors, le problème de ça, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a une différence. Quand on dit 100% déductible et pas déductible, c'est quoi l'impact réel que tu vas avoir là-dessus ? Alors, je donne un petit exemple parce que c'était vraiment le cas que j'ai eu il y a quelques années déjà. C'est quand l'électrique est sorti, donc on a fait des grands effets d'annonce en disant 120% déductible, etc. Et Tesla notamment. Oui, voilà. Et c'était d'ailleurs une Tesla. Et donc, le client, qui n'avait d'ailleurs pas beaucoup de cash à ce moment-là, s'était précipité chez son concessionnaire en disant à son épouse, écoute, c'est magique, 120% déductible, moi je vais tout de suite aller acheter ma voiture, tu te rends pas compte, c'est très, très, très intéressant, comme s'il allait gagner de l'argent. Et donc, il a été chercher sa voiture, qui était à plus de 100 000 € à l'époque, et qu'il a pu, évidemment, bien déduire. Si maintenant, je dois faire un rapide calcul, vous m'excuserez, je dois juste faire quelques calculs. On adore tes calculs, Cindy. Et au moins, c'est très concret. Voilà. Tu vas prendre une voiture électrique, 100 000 boules. Ouais. D'accord ? Tu vas la payer, 100 000, on est d'accord. Tu vas pouvoir la déduire. Donc, dans tes charges, 100%. Et tu vas récupérer l'impôt sur cette partie que tu déduis. D'accord ? On va dire, tu réduis 20% pour faire facile. Donc, ta voiture, tu l'auras payée 100 000 €. Tu vas déduire quelque part 20 000 € que tu auras récupéré en impôt dessus. Et donc, au total, ta voiture t'aura coûté 80 000 €. D'accord ? Okay. Attends, sorry de t'arrêter sur ta démonstration. On dit 100% déductible, et bien là, tu me dis qu'il n'y a que 20 000 € que je vais pouvoir déduire. Ah bah oui, parce que c'est l'impôt que tu vas gagner sur tes 100% de frais. Ah ok, comme ça, ouais. Tu vois ? Se déduit de la base imposable. Oh, oui, c'est ça. On ne récupère pas 100% du prix de la voiture. Oui, ok, ouais. Tu vois la différence ? Et c'est là qu'en fait, il y a un biais. Pour la même voiture, si tu te dis, non, finalement, je vais rester au thermique, et que ta voiture thermique, finalement, tu sais l'avoir à 50 000 €, et on va dire, elle est plus déductible du tout. Tu vas rien récupérer. Ouais. Au global, elle t'aura coûté 50 000 €. Et l'autre, elle t'aura coûté 80 000 €. Ouais. Tu vois la différence ? Donc l'idée que et encore, moi, je l'ai expérimenté parce que je suis occupé à regarder pour ma nouvelle voiture. Et effectivement, tous les concessionnaires m'ont dit, Davy, laisse tomber le thermique, achète une hybride ou une full électrique. Et donc, il faut faire ces calculs, quoi. C'est pas une évidence de se dire, OK, on va dans le full électrique ou dans l'hybride. Tout à fait. On fait généralement des comparatifs. Moi, j'envoie les clients faire un peu leur marché, quelle que soit la motorisation. On fait des comparatifs et alors, ils voient justement le coût final. L'important, c'est le coût final du véhicule. Parfois, on est étonné que le véhicule revient plus cher que son prix initial. Et en fait, tout dépend aussi de la qualité du client. Certains veulent simplement un véhicule accessible et d'autres, une espèce de rage contre l'impôt. C'est vrai qu'on pourrait faire un épisode entier sur la voiture, mais profitons-en encore, restons un peu là-dessus quand même. J'imagine aussi que la voiture, il ne faut pas uniquement la voir par le prisme de l'achat en lui-même, mais il y a aussi tout ce qui est essence. Si maintenant j'ai des panneaux solaires chez moi ou à mon entreprise, ça devient encore peut-être plus intéressant, non, d'avoir une voiture électrique. Ou c'est pas comme ça que je dois réfléchir ? Non, tu peux tout à fait réagir comme ça et te dire aussi, derrière, c'est quelles sont mes habitudes de consommation. Forcément. Est-ce que tu fais de longs trajets, des plus courts, etc. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et c'est pour ça que là, quelque part, votre conseiller, il intervient. C'est-à-dire qu'il va vraiment voir quel est votre cas et appliquer, entre guillemets, les possibilités que vous avez sur le marché en disant, écoute, ça, c'est intéressant pour toi et ça l'est moins. Ok. Voilà, on a aussi des bruits de couloir qui nous disent que dans du moyen terme, en tout cas, les nouveaux biocarburants, ce genre de choses, pourraient inverser la donne en fait, par rapport à l'électrique. Donc, on est toujours dans ce moment de suspension. Ok, ce que je retiens, et finalement, c'est une règle de vie pour tout, et pas uniquement dans le cas de la compta, c'est renseignez-vous et demandez l'avis à 1, 2 ou 3 personnes parce que vraiment, on peut avoir des avis complètement contradictoires, même sur ce sujet-là, et même avec des experts, parce que moi, je t'entends aujourd'hui, je suis pas sûr que j'aurais eu la même réponse avec mon comptable à moi, personnellement. Donc c'est important d'avoir plusieurs points de vue. Il faut faire attention aux concessionnaires parce qu'ils cherchent à vendre. Ouais, complètement. Voilà. T'as raison. Et évidemment, les véhicules électriques sont plus chers. Ouais. Donc faites attention. Il y a un ami, je sais pas si vous allez pouvoir me répondre, qui m'a dit qu'aujourd'hui, il fallait plus penser comme ça quand tu es administrateur d'une société, imaginons une SARL, ce qui est le plus répandu, c'est d'acheter une voiture en privé, mais de facturer les kilomètres à sa société. Parce que effectivement, il y a la notion de déductibilité de la voiture, mais il y a aussi l'avantage en toute nature qui va se répercuter et que donc en fait tu vas payer très très cher ta voiture et que donc ce serait peut-être plus intéressant d'acheter en privé, mais de facturer ces kilomètres. Cindy, c'est malin cette réflexion ou pas du tout? Oui, tout à fait. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Ouais. Et alors c'est laborieux.
Ok, donc beaucoup n'aiment pas l'administratif et là, imagine noter tous tes kilomètres, tous tes déplacements. Ouais, j'imagine qu'il y a des histoires de forfait, non? J'imagine, non? Le forfait par kilomètre, mais il faut quand même détailler. Ah, il faut détailler. Voilà, les déplacements. Donc, en tout cas, réfléchissez à cette logique et renseignez-vous, demandez conseil à votre comptable. Cette histoire donc d'acheter en privé puis de facturer les kilomètres, peut-être qu'au final, ça peut être plus intéressant. Donc, renseignez-vous. Sur la voiture, est-ce qu'il y a des choses encore à dire ou pas? Il y a des choses qu'on peut... non, mais je pense que... Oui, il y a pas mal de choses encore à dire, mais je dirais que ce qui est peut-être intéressant, c'est au niveau du financement et tout ce qui est frais de mobilophone, par exemple. Ouais. Ça, généralement, c'est 100% déductible. Donc, tes intérêts que tu payes sur ton financement et éventuellement tes frais que tu aurais, eh bien ça, tu peux les déduire à 100%. Ok, donc ça aussi, c'est vraiment complexe. Il ne faut pas s'arrêter juste à son loyer mensuel. Il faut vraiment faire un vrai calcul et une vraie projection sur plusieurs années pour voir au final combien ça va réellement nous coûter ou le gain qu'on va faire, quoi. Oui. Une étude est nécessaire au cas par cas. Okay. Au cas par cas. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de rebondir un petit peu sur ce que tu disais juste avant. Davy, c'était par rapport à tes indemnités kilométriques. En fait, on se retrouve parfois dans des cas où il y a le client qui ne sait pas aller récupérer énormément de frais par rapport à son véhicule parce que il n'y a pas énormément de carburant, etc. Et donc l'indemnité kilométrique est parfois plus avantageuse à ce moment-là. Donc c'est un petit peu à voir. Ok, si vous avez d'autres questions sur la voiture, n'hésitez pas à les poser en commentaire, mais je crois qu'on fera un vrai épisode là-dessus parce que c'est très très intéressant et il y a plein de cas particuliers et de légendes qu'il faut peut-être déconstruire ou confirmer. Jordan, on continue dans les frais déductibles, il y en a beaucoup. Tout à l'heure aussi, je vais vous demander, donc commencez déjà à réfléchir sur les frais déductibles auxquels on ne pense pas forcément. J'ai récemment appris qu'on pouvait déduire, par exemple, un abonnement Spotify. Je ne savais pas qu'on pouvait le déduire parce que je travaille en écoutant de la musique. Donc on m'a parlé aussi d'un abonnement de sport. On m'a dit, Davy, oui, tu peux, mais tu dois juste changer l'intitulé sur ta facture et plutôt mettre stress management que abonnement sport Basic Fit 6 mois. Donc j'ai envie d'avoir vos avis et vous aussi, mettez en commentaire tout ce que vous avez déjà déduit. Et ce qui est passé, on va parler des voyages aussi, je compte sur vous, je veux des clarifications. Est-ce que je peux faire payer mon ticket d'avion par ma société et passer une petite semaine en Égypte, tranquille, posé, au soleil? J'ai envie de savoir. On va s'intéresser au logement. Cindy, c'est aussi le logement. Il y a moyen aussi de faire des choses avec ça et déduire pas mal de frais. Est-ce que vous pouvez un peu m'aiguiller là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Je suis locataire d'un logement. Je suis locataire. Pas propriétaire, je suis locataire. Alors, le locataire, je veux dire, c'est toujours un peu compliqué parce que, grosso modo, tu as un contrat de bail que tu as signé au départ avec ton bailleur, évidemment. Et qu'on soit clair, pratiquement 99 fois sur 100, et je crois que je suis encore basse, le contrat de bail prévoit qu'en fait, tu ne peux pas utiliser ton bien à des fins professionnelles. Okay. D'accord ? Tout ça simplement parce que si c'est le cas, en fait, ton bailleur doit déclarer quelque chose de supplémentaire dans une autre case de sa déclaration et il est plus taxé. Il va être taxé, il ne sera pas content. Alors Cindy, je te challenge encore un tout petit peu parce que vraiment, moi, je suis un peu frustré. Je suis chef d'entreprise, j'ai mon appartement, je le loue parce que j'ai pas encore eu la chance de pouvoir acheter, mais je bosse dans mon appartement. Alors pourquoi je pourrais pas déduire une partie de mon loyer ? Alors c'est clair que ce sont tous des frais qui sont pour moi professionnellement déductibles. En tout cas, une grosse partie. Comme on l'a expliqué juste avant, par rapport au bailleur, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc tu peux éventuellement faire un bail de sous-location pour essayer de justifier une partie. Ce qui est important, c'est de vraiment vérifier quels sont tes coûts que tu as à la base, que ce soit en société ou en personne physique. En fait, le tout, c'est de prouver, tu as autant de montant qui est repris en loyer, tu as autant électricité, chauffage, eau, etc., assurance peut-être, et puis de faire une sorte de package en te disant, par rapport à la superficie que j'occupe dans mon bien, mon bâtiment, peut-être 15-20%, eh bien, je vais déduire et je vais faire une espèce de forfait pour ces 20% sur l'ensemble de ces frais qui sont des frais réels. Merci pour cette précision, Cindy. Alors, tu as parlé de la sous-location, mais parfois dans le bail aussi, il y a marqué interdiction de sous-louer. Alors, est-ce que ça se fait encore ? Est-ce que c'est une pratique qui est encore répandue ? Parce que j'ai entendu un ami qui m'a dit moi, je fais ça depuis des années. Et puis, j'ai un autre ami qui m'a dit mais non, surtout, ça se fait plus parce que ça se sait. Il y a plein de contrôles, c'est déconseillé, quoi. Est-ce qu'on fait encore ce concept de sous-location entre. Donc, on le rappelle, donc c'est moi qui sous-loue à ma société. Et donc, ma société me verse une partie du loyer, c'est ça ? Le concept, l'idée ? Oui, c'est ça, ouais. C'est l'idée en tant que telle. Maintenant, tu viens très très bien de le dire. Est-ce que ça peut se faire ? Logiquement, non. Parce que si dans le contrat de bail initial, il est bien marqué que tu ne peux pas le faire, tu ne le fais pas. Et donc en cas de contrôle, le contrôleur va aller jusqu'à demander le bail que j'ai signé et vérifier s'il est bien noté dans ce bail OK pour la sous-location. Bien sûr, c'est l'élément juridique qui est sous la déduction. Ok, donc il ne s'arrête pas au fait, je lui envoie une photo de mon bureau, il voit bien que je travaille, quoi.
Il voit bien que je travaille dans mon appartement pour ma société. Ça, c'est pas suffisant. Il va aller jusqu'à demander le bail. Oui. Alors après, si au niveau du bail, tu peux pas jouer, tu vas pouvoir jouer sur d'autres frais, évidemment. Okay. Tu vois, comme on disait, tout ce qui est électricité, chauffage, etc., tu peux aller là. Tu peux avoir aussi des produits d'entretien qu'on va pouvoir employer. Tu peux avoir ta connexion Internet. Donc, on va aller vraiment plus loin pour rechercher ça. Et puis, tu peux peut-être mettre quelques frais forfaitaires, justement, par rapport à ce loyer. Et là, c'est pas lié directement à un contrat juridique, mais c'est plutôt par rapport à l'idée qu'on supporte une espèce de forfait pour ces frais-là. Ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire aussi, on va culturer tout doucement l'aspect logement, c'est que on doit regarder d'abord si le bailleur est une société, parce que parfois c'est le cas. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de grosses promotions qui créent des gros complexes, et finalement le bailleur est une société. Et si le bailleur est une société, par définition, il va déclarer ses revenus, et donc dans ce cas-là, je peux faire payer une partie de mon loyer par ma société. Mais il faudra prendre un bail professionnel. Un bail professionnel. Ok, c'est pas un bail. Ok, donc je dois. Puisque ton bailleur est une société, ce sera un bail professionnel. Ok, ok, mais donc c'est bon, je dois pas faire une demande particulière. Si je vois que le bailleur c'est, je sais pas moi, BNP, IMO, je me dis c'est bon, en fait, je peux déduire quoi. Oui, tout à fait. Non, mais c'est intéressant parce que dans notre recherche d'appartement aussi, alors on peut peut-être aussi rechercher sur base de ce critère-là en se disant, bah tiens, je peux prendre un appartement un peu plus cher parce que je sais que je vais pouvoir faire supporter le loyer en partie, en tout cas par ma société. Donc ça, c'est un point important, les amis. J'aime bien ce genre de bons plans. Je compte sur vous pour en donner plein ici dans cette émission. Par rapport au logement, oui. Oui, tu dis justement par rapport au logement, ce qui est important aussi de dire, c'est que là, on a vu un petit peu avec l'idée où on loue un endroit. Maintenant, il y a énormément de cas où en fait le dirigeant, il a sa propre maison et une partie qu'il utilise. Et donc, on va établir généralement ce qu'on appelle un contrat de bail entre lui et sa société. Ok, donc si je suis propriétaire... depuis des années, j'ai hérité d'une maison, je suis propriétaire ou j'ai acheté il y a quelques années. Entre-temps, j'ai créé ma société. Je peux aussi je peux facturer une partie, entre guillemets, à ma société et donc toucher un petit montant, quoi. Il y a des limites en fonction du revenu cadastral, mais c'est possible. J'aime bien ça. Oui. J'aime beaucoup. Et sur le logement, il y a d'autres choses, l'électricité, forcément, tout ce qui est Internet, abonnement Internet. Sauf que Internet, on peut, sauf que si c'est dans le logement privé, il va y avoir 30% qui sera, par exemple, pour le privé, 70% pour le professionnel, c'est ça? Il y aura un avantage en nature, surtout, sur lequel tu seras taxé forfaitairement. Ok. Mais il est tellement faible que ça, voilà, il faut le prendre. Ok, parfait. Il y a d'autres choses sur le logement qu'on peut mettre en avant dans cet épisode? Non, je dirais qu'à partir de 2024, il faut bien faire attention qu'il y ait certaines formalités au niveau des indemnités qu'on perçoit justement, qui doivent être vraiment déclarées pour que ces frais-là soient déductibles au niveau de la société. Mais ça, avec un bon conseiller, il n'y a pas de souci, c'est bien fait. Cette nouvelle annexe qui fait peur à tout le monde. Tout à fait. On mettra les informations en commentaire de cette vidéo. Par rapport justement encore au logement, 2 secondes, je viens d'y penser. J'ai ma chaudière qui pète. Mais j'ai une convention comme quoi je travaille là et donc j'ai besoin d'un chauffage, quoi. Est-ce que je peux acheter ma chaudière avec ma société et récupérer la TVA sur cette chaudière? Alors personnellement, moi je ne le ferai pas parce qu'en fait tout ce qui est chaudière, tout ce qui tient vraiment à la structure du bâtiment, on va se retrouver vraiment dans des frais qui pour moi appartiennent à la réparation qui est normale en tant que propriétaire du bâtiment, tu vois. Donc quelque part c'est toujours cette idée de locataire. C'est le même principe. Toi en tant que locataire, tu loues un bâtiment, enfin un appartement, et puis il y a la chaudière de l'immeuble qui casse, qui a un problème. Est-ce que franchement le bailleur va venir chez toi pour que tu payes la réparation de ta chaudière? Voilà. Est-ce que tu paierais la réparation de la chaudière de ton bailleur, de ton propriétaire? C'est bon, mais convaincu, c'est bon. Bon les amis, il faut qu'on parle d'un truc, c'est aussi les frais de restaurant. C'est vrai, quand on est chef d'entreprise, on a beaucoup de rendez-vous. Parfois même on aime aller travailler de plus en plus. Même les hôtels maintenant proposent des espaces où on peut se poser, travailler. Donc on se prend une petite tartine le midi, un petit déjeuner le matin, quelques bouteilles d'eau sur la journée. Est-ce qu'on peut déduire? Est-ce qu'il y a des limites? Expliquez-moi un peu la philosophie derrière tout ça. Jordan, Cindy qui se lance? Je t'en prie. Ben, niveau restaurant, j'aurais misé sur toi, Jordan. Oui. Tu passes la main à Cindy ou pas? Pourtant, c'est encore une fausse croyance. Au niveau des restaurants, tout est une question de proportion. Si tu es un entrepreneur qui a un seul client, par exemple, toujours avoir des frais de restaurant, ça n'a pas vraiment de sens. Tu ne vas pas inviter ton client quelque part tous les jours au faire croire ce genre de choses. Je prospecte énormément. Oui. Mais j'arrive jamais à conclure, quoi. Voilà, c'est dommage pour toi. Mais voilà une situation en tout cas où ça n'a pas de sens d'avoir trop de frais de restaurant. La loi limite déjà les frais de restaurant. En fait, il y a un rejet automatique de 31%. Mais donc alors, le cas que je viens d'évoquer de ces hôtels qui nous accueillent pour travailler et 5 jours sur la semaine, plutôt que prendre un coworking où je vais payer, où je vais avoir une facture sur le mois, je vais plutôt aller tous les jours au pain quotidien, dans je ne sais quel hôtel, et finalement je vais déduire tous les jours mon ticket de caisse. Alors, non, normalement, ça ne marche pas. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, derrière tout ça, il y a un principe
de base, qui est l'équité. L'équité sociale, en fait. Okay. Qu'est-ce qui va te différencier, toi, d'un fonctionnaire ou de quelqu'un d'autre qui va travailler tous les jours et qui va aller, lui aussi, chercher son sandwich? Mais lui, il ne le déduit pas, son sandwich. Pourquoi toi, tu pourrais le déduire? Tu vois, quel est réellement le but d'acquérir ou de conserver des revenus? Ben voilà, tu dois manger comme tout un chacun. Il n'y a pas vraiment à ce niveau-là de corrélation. Ouais, mais au final, si je prends un bureau, par exemple ici, voilà, on a la chance de tourner ici au i5 Coworking. On prend un bureau, ça va me coûter peut-être 2 000 € de loyer par mois. Et au final, si je vais bosser au pain quotidien, ça va peut-être me coûter que 600 €. Et les 2 000 €, je vais quand même les déduire. Donc le contrôleur, ça, il s'en fout de cette logique incroyable que je viens d'évoquer? Oui, il s'en fout, sincèrement. Parce qu'en fait, c'est vraiment ce côté-là, c'est comme pour les vêtements qu'on abordera. C'est la même chose, en fait. Tu dois, en fait, pouvoir prouver par rapport à quelqu'un d'autre qui a un autre statut que toi et qui fait la même chose que toi. Toi, réellement, il y a vraiment cette corrélation au niveau d'activité professionnelle. L'image avec les vêtements, on peut l'évoquer tout de suite, puisque les vêtements ne sont pas a priori déductibles. Pourquoi? Parce que toi comme moi, chaque jour, on doit s'habiller. Et le commun des mortels doit s'habiller. Il n'y a que les vêtements dits spécifiques qui sont déductibles. Ouais, mais on va y venir, parce que moi, je veux bien qu'on débatte là-dessus. Et j'ai hâte aussi d'avoir votre avis, les amis. N'hésitez pas aussi à débattre avec nous en commentaire. Mais restons encore 2 secondes sur le restaurant. Parce qu'alors, qu'est-ce qu'on doit dire à ceux qui nous regardent? C'est que le restaurant, tu dis, il y a des limites. Vous dites, il y a des limites. Quelle est la logique? C'est 10 restaurants sur le mois? C'est 5? C'est 15? C'est un jour sur 3? Est-ce qu'on peut donner un chiffre? Aucun. C'est une justification. Oui, c'est le côté un peu excessif en fait qu'il faut aller voir. C'est des dépenses qui doivent être justifiées. Oui, mais si je suis un commercial, je suis tous les jours sur la route, je vais rencontrer plein de clients tous les jours. Tu noteras au dos de chaque souche TVA avec quel client tu étais, qui tu as rencontré, ce genre de choses pour motiver la déduction en fait. Ok, donc oui, si ça se justifie, et idéalement alors, c'est vrai que moi j'ai eu un contrôle fiscal et il m'avait dit, on en a parlé je pense dans un ancien épisode, il m'a dit tu prends une feuille A4, tu colles ton ticket restaurant et à côté tu mets la raison du rendez-vous et les gens avec qui tu étais. Potentiellement, c'est quelque chose qu'on peut faire. Dans d'autres cas, tu pourrais par exemple avoir échangé des emails avec ton client, ton prospect, que sais-je, et à ce moment-là, imprime ton email ou sois en capacité de le retrouver. Ok, mais donc alors ce que je propose à ceux qui nous regardent, c'est qu'on crée une communauté d'entrepreneurs où on s'imagine aller manger ensemble. Et s'il y a un contrôle, vous dites oui, que vous êtes venu manger avec moi, on peut le faire. Tu peux mettre une fois par mois avec ton comptable. Par exemple, moi je dirais mais non. Ouais, mais ça se voit. Et ça se voit. Moi aussi, je vois beaucoup mon comptable. Mais donc les règles, finalement, j'aime beaucoup toutes ces règles, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a toujours moyen de les bypasser. Donc est-ce qu'elles sont pas parfois un peu trop exagérées? Ce sont des principes de base que tu respectes. Mais comme tu dis, tu sais les bypasser. Ça, c'est quelque part, c'est pas à nous de nous positionner par rapport à ça. Je vais te dire un exemple tout simple. Nous, quelque part, on n'est pas les Barbie et Ken de la comptabilité. C'est-à-dire que moi, en tant que telle, j'ai pas été hôtesse de l'air, conceptrice de jeux vidéo, caissière, etc., comme une Barbie pourrait faire. Et donc, ce qui est important, c'est que quand tu as ton comptable, ton conseiller, tu puisses vraiment lui expliquer pourquoi ton frais ou entre guillemets ton frais de restaurant, il est déductible. À partir du moment où tu me construis quelque chose qui est cohérent, qui tient la route, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a aussi une possibilité, je pense que, alors je ne sais pas si c'est exactement pour ça, mais quand on est un peu dans le doute, on peut contacter genre le SPF et dire voilà ma situation, mon cas concret, est-ce que c'est déductible, oui ou non, et on a une réponse qui peut servir après de document qu'on peut mettre dans notre dossier si jamais il y a un contrôle. Est-ce qu'il y a une sorte d'organisme comme ça où on peut avoir une réponse claire de l'État ou non? Alors c'est le ruling. Le ruling ça, dont tu parles, effectivement, tu peux poser la question à une instance parallèle, je dirais, du ministère des Finances. Okay. Elle n'est pas spécialement contraignante, mais elle donne en tout cas une tendance forte. Donc ça peut être aussi un réflexe qu'on peut conseiller aux gens, c'est à un moment donné demander à votre comptable, mais si votre comptable n'a pas l'air d'être sûr à 100%, demandez alors, parce que là, s'il y a un contrôle et qu'on montre le papier de l'État, ça a une valeur quand même forte, non? Oui, ils ne seront pas défaussés. Ouais. Ok, parfait. Les vêtements, allons sur ce débat-là. Le restaurant, on a fait le tour ou pas? On a quelque chose à dire encore? Moi, j'aurais dit quand même un truc important. Oui. 69% de déduction sur les frais de restaurant en général. Par contre, il y a quand même le cas où vous vous dites une fois par an, mais rien qu'une fois par an, vous sortez avec toute votre équipe. Voilà. Et vous allez une sorte de team building et puis on va tous au restaurant. On l'a fait ici, par exemple, pour tout ce qui est fête de fin d'année. Donc ça peut être également faisable. Et là, c'est 100% déductible. Alors, attention, il faut que l'ensemble du personnel soit présent. Donc, alors, je vais juste faire une référence. On ne laisse pas bébé dans son coin. D'accord ? Pas de dirty dancing. Donc ça veut dire que bébé, on la prend avec, on lui donne à manger, il ne faut pas qu'elle danse nécessairement, mais il faut que tout le monde soit présent. Il faut que l'ensemble, donc si vous êtes 100 dans l'entreprise, si on n'a que 80 qui sont là, je ne peux pas déduire mon truc.
Ah, clairement. Donc, tu peux le déduire, mais alors tu vas plutôt te retrouver dans le cas des 69%. Okay, donc, si tu veux vraiment avoir tes 100%, tu prends tout le monde. 100%, une fois par an, oui, pas 2 fois par an, parce que moi je fais tous les 6 mois. Moi. Une fois par an ou en cas de mise à la retraite. Donc, si tu veux fêter quelqu'un qui quitte l'entreprise parce qu'il est retraité. Ok, parfait ça. Non, c'est bon à savoir. Ok, on continue. Les restaurants tout seuls, parce que j'ai besoin de préparer ma réunion. Non, mais c'est vrai, j'ai une réunion importante, j'ai besoin de la préparer. Je vais manger, c'est l'heure du midi, je vais manger. Est-ce que mon ticket, où il n'y a qu'un plat, qu'un dessert et qu'une seule boisson, ça va passer ou pas ? On peut jamais déduire un restaurant tout seul. Alors, si par exemple tu es à l'étranger et que nécessairement tu es tout seul, bah oui, tu vas pouvoir le déduire, 69%, idem. Par contre, bah non, si c'est le même principe que je t'ai expliqué là tantôt, je sais que tu insistes, mais oui, parce tu que veux déduire. Désolé d'être... Et vraiment, on débat, on en parle en commentaire cette vidéo. Moi, je vais au fin fond de la Belgique, ok, on est un petit pays. Je vais au fin fond de la Belgique parce que j'ai décidé de prospecter cette zone-là. Il faut que je mange à un moment donné. Et là, c'est spécifique, parce que là, tu vas vraiment prospecter. Donc, c'est dans le cadre de ton activité professionnelle réellement. Donc ça, c'est encore différent et ça peut se discuter. Ok. Bon, j'espère qu'on y voit un peu plus clair, les amis. Si pas, vous mettez des commentaires, des réactions et on ira manifester auprès du SP Finance. Mais pour moi, il y a quand même des trucs un peu chelous dans cette histoire et des clarifications sont nécessaires. Non, mais c'est vrai, le monde, il évolue. Aujourd'hui, le télétravail, par exemple, où on invite les entrepreneurs, les indépendants à sortir de leur bureau et d'aller bosser dans des restaurants, dans des hôtels. Pourquoi est-ce que maintenant, on ne pourrait pas déduire notre ticket à la fin ? Enfin, je sais pas. Donc, ok, payer 125 € un siège dans un coworking, mais 60 € un ticket de restaurant, on peut pas. Ok, je prends note. On continue les vêtements maintenant. Les vêtements, ça c'est vrai. Parce qu'il y a vraiment de plus en plus de jobs, et surtout avec les nouveaux métiers, des jobs où il faut être beau gosse, il faut avoir le beau costume, il faut avoir la belle tenue. C'est des jobs où l'apparence compte énormément. Et donc, de représentation. Aujourd'hui, on m'a dit que les seuls vêtements qu'on peut déduire, c'est des vêtements du style des chaussures de chantier ou la combinaison fluorescente, machin. Mais le costume pour un gala ou pour prospecter dans la ville des futurs clients, non. Ça, je ne peux pas déduire. C'est le même principe que ce que Cindy a exposé tantôt par rapport à la moralité. Tout le monde doit s'habiller. Et donc, ce qui n'est pas spécifique, en fait, eh bien... Mais si j'ai pas les moyens de me payer un beau costume, donc je vais prospecter comme habillé n'importe comment, alors au nom de l'équité. Oui. et vraiment un costume, aucun moyen de le déduire. Il n'y a pas une entourloupe. Moi, il y a un gars qui m'a dit, je vous le dis, dites-moi si c'est vrai ou pas, que, par exemple, on peut demander au magasin de facturer des conseils en stylisme, consultance stylisme. Et en fait, derrière, il te met 3-4 costumes. Ok, on est borderline. Moi, je suis borderline. Dites-moi juste si ça se fait ou pas. En stylisme, ça passe quand même difficilement, sauf si tu fais des activités comme toi éventuellement. Tu vois, en disant, voilà, je veux faire quelque part, me faire relooker parce que je passe dans une émission de télé ou des choses comme ça. C'est très spécifique. Mais autrement, je peux t'assurer que je serai la première à aller dévaliser les magasins et à tout mettre en frais professionnels. Donc ça, c'est évident. On me dit, j'ai reçu un petit message de Morgane, et en plus je pense qu'on en a parlé dans un des épisodes, vague souvenir d'une histoire de oui, s'il y a un logo sur le vêtement, et aujourd'hui il y a une zone grise, c'est que si le logo il est dans le col et qu'on le voit pas forcément, le logo il est là et on s'en fout. Il ne doit pas forcément être là en grand ou dans le dos en grand. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Davy. Mais je suis là pour vous challenger, vous pousser dans vos retranchements. Alors cette règle, on la pousse jusque où ? Alors, pour moi, ça doit quand même être visible. C'est-à-dire que ça doit te permettre de dire que ce vêtement, tu ne sais pas nécessairement le porter dans la vie de tous les jours. C'est vraiment ça qui va pouvoir te différencier par rapport à quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a des tendances, en tout cas nouvelles, sur le fait de rejeter la déduction du t-shirt, du polo, peu importe, finalement le support, et d'uniquement accepter la broderie ou le flocage. Ok. Donc, oui, mais encore... C'est souvent le cas en matière de déduction et de frais. Ce sera souvent des zones grises, des oui, mais... il faut y habituer, en tout cas. En tout cas, l'idée d'avoir un vêtement qui est floqué, on peut le déduire à ce moment-là, mais on ne sait pas trop exactement... Aujourd'hui, il n'y a pas une règle claire qui dit oui, mais le logo doit être absolument là, il doit faire 40%... non, ça, il n'y a pas de règle encore. Il n'y a aucune règle qui est définie. Ok, donc là, idéalement, on envoie un petit message au SPF, là, au ruling. Oui, mais il ne va pas répondre pour ça. Il ne va pas répondre pour ça. Ça doit être quand même pour des sujets plus costauds que ok, ce genre on ne peut pas l'ennuyer pour des bêtises comme ça. Ce genre de broutille. Ok, dites-nous comment vous faites pour vos vêtements de représentation. Est-ce que vous les avez déduits ? Est-ce que vous avez été face à un contrôleur ? Que vous a-t-il dit ? N'hésitez pas à nous partager tout ça en commentaire. Oui.
Davy, moi je voudrais juste intervenir parce que tu viens de marquer quand même quelque chose d'important. Souvent on nous dit mais tu sais, un peu comme toi, j'ai mon pote Robert, il m'a dit que lui il déduit tout, ses frais de vêtements, tout 100%, il y a tout qui passe. La seule question à poser à ce Robert, c'est quand est-ce que tu as eu ton dernier contrôle fiscal? Ça, c'est la première chose à lui demander. Parce que après, oui, tu peux faire passer plein de choses. Mais quand tu as ton contrôleur qui arrive, après, il faut le défendre. Les conseillers ne sont pas les pires. Il y a des gens qui aiment bien jouer un peu avec le feu. Imaginons, je joue avec le feu l'année 1. À partir de quand je peux me dire, ce que j'ai fait en année 1, c'est bon, on ne peut plus revenir dessus. Le contrôleur, il peut revenir combien d'années en arrière? Le délai standard, c'est 3 ans. 3 ans. Ouais. Donc l'année 4, je peux effacer, là il ne pourra pas revenir en arrière. Alors, sauf si tu as rentré ta déclaration en retard. Ok. Oui, ou alors qu'il y a des indices sérieux de fraude. Voilà. Bon, là, tu as peut-être Lizzie qui va débarquer. Mais... Bon, on le rappelle, le but n'est pas que vous soyez borderline, le but n'est pas de vous inciter à faire des bêtises, mais parfois, je l'ai vécu même personnellement, des moments où c'était galère et je devais absolument m'acheter des vêtements pour un gala où je devais être, qui était clairement pour le business. À ce moment-là, tu réfléchis pas, tu dis ok, le seul compte sur lequel il y a de l'argent, c'est le compte de mon entreprise. J'ai quand même essayé de faire passer ça avec mon entreprise, donc c'est pour ça que je vous pose toutes ces questions. Le message à faire passer, c'est que c'est la charge de justifier la dépense, c'est à toi qu'elle appartient. Ça, c'est un premier point. Et je pense qu'au sein des cabinets, ce serait intéressant de créer un peu comme dans les banques, des espèces de profils de risque par rapport aux clients. Lui dire, tiens, toi, tu es plutôt dans quelle tendance, très, très précautionneux, très prudent, ou alors tu es le baroudeur de service, et surtout de l'assumer. Si tu es le baroudeur de service, au moment du contrôle, viens pas flinguer ton comptable. On va terminer cette émission en mode en vrac. Je vous donne plein de situations et vous me dites déductible, pas déductible, déductible, pas déductible. Même si on comprend la logique maintenant, mais voilà. On va parler voyage, ticket d'avion. On m'a dit que c'est déductible si par exemple je pars une semaine en Égypte et que durant cette semaine, comme par hasard, il y a une conférence ou il y a une sorte de musée qui peut contribuer au développement de mon activité. Je vais chercher l'inspiration là-bas. Est-ce que cette logique-là, elle est vraie ou pas, encore aujourd'hui ? Oui, elle est tout à fait vraie. Okay. Moi, j'ai d'ailleurs le cas, c'est un consultant dans tout ce qui est Horeca qui régulièrement fait des voyages. En l'occurrence, c'est avec son épouse, il a bien raison d'en profiter. Et il va dans des pays différents et puis il va dans plein de restaurants. Donc, chouette métier quand même. Alors, il n'y a pas que ça de positif, mais voilà, il va dans plein de restaurants différents pour essayer de s'imprégner de toute une série de choses, d'idées nouvelles pour revenir avec ça et puis pour retravailler. Et donc, ce qu'on va faire, c'est un petit peu, oui, ça passe peut-être pas à 100% parce que bon, il faut être clair, on sait très bien qu'il y a une partie privée, notamment tout ce qui sera de l'ordre des coûts inhérents à son épouse, mais le reste, on va quand même essayer vraiment d'aller rechercher le maximum de frais déductibles par rapport à ça. Question bête, dans le monde de l'emploi classique, parfois on peut prendre notre copine ou notre copain avec. Dans le cas ici d'une entreprise, est-ce que oui, je pars là-bas, mais je pars avec ma copine parce que voilà. Est-ce que ça peut se justifier ou jamais? Le conjoint, voire l'enfant, jamais je peux le. Bon, là, il n'y a jamais de justification. Jamais, non. Ok. Non, mais pour mon bien-être, ma santé mentale. Oui, c'est entendu, mais ils seront pas inscrits dans le cadre de l'activité professionnelle, ça n'a pas de sens. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai découvert que l'abonnement Spotify, on pouvait le déduire. Vrai ou faux? C'est déjà la deuxième fois que tu poses. Je l'ai déjà. Sorry. Non, donc, tu l'as posé, je crois, en tout début d'émission, mais je pense que c'est quelque chose du coup qui est très important pour toi. Pour toi, oui. Donc c'est le même principe, c'est comment tu le rattaches à ton activité professionnelle. Okay. Ouais, mais donc là c'est assez simple. Autre cas qui peut paraître bête, mais je pense vraiment aux indépendants qui lancent leur activité et qui ont besoin d'avoir un salaire net important dans leur poche. Au bureau, moi je dois boire de l'eau. Mais à la maison, je bois de l'eau aussi. Est-ce que je pourrais, par exemple, acheter 40 bouteilles d'eau spa? Au final, ça coûte quand même 100 peut-être, avec 40 fois d'eau, avec 80, 100 euros. 100 euros sur un salaire qui est peut-être de 1600, 1500, 100 euros, on les prend, quoi. Est-ce que je peux acheter ces bouteilles d'eau en société? Et si un contrôle dire, moi au bureau, j'ai mes bouteilles d'eau, ça peut se justifier ou pas? Est-ce que je peux acheter ça avec la société? C'est le même principe qu'en général, je dirais non. Par contre, tu peux éventuellement les faire passer sous des frais de réception, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas que toi nécessairement dans ta structure. Tu as aussi toutes les personnes qui travaillent ici avec toi, les clients que tu pourrais recevoir. Et quelque part, tu les reçois chez toi. Et donc, ça a des frais de réception déductibles à 50%.
Ok, les amis, ce que je vois, l'heure qui avance, je crois qu'on est déjà plus ou moins une bonne trentaine de minutes. On peut continuer le jeu peut-être en commentaire. Dites-nous ce que vous aimeriez peut-être déduire, et puis nous on viendra vous dire oui ou non. Mais je pense que globalement la logique, on l'a très bien compris. Je pourrais continuer pendant 10 ans, mais vous allez à chaque fois me dire, la logique, ça doit servir les intérêts de la société, de l'activité. Est-ce que vous voulez terminer par quelque chose? Est-ce qu'on a tout dit ou pas? Parce que je sais que tu as fait une préparation incroyable. Cindy, je veux quand même faire honneur à cette préparation. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux vraiment partager à ceux qui nous écoutent et nous regardent, qu'on n'aurait peut-être pas dit dans cet épisode, qui te semble important? Oui, ce qui me semble important, c'est d'abord une petite réflexion, et souvent on me le dit, c'est que les impôts qu'on paye, ce ne sont pas des charges déductibles. Donc ça, c'est très très important de se rendre compte. De même que quand tu as des amendes et des autres sanctions, ce n'est pas déductible non plus. Ah oui, les amendes, les PV, oui. les PV de roulage, à un moment donné, on pouvait déduire ça? Ah oui, mais maintenant plus du tout. Ah. D'accord, donc ça c'est vraiment super important de bien se rendre compte que non, c'est pas déductible. Mais donc si j'ai une voiture de société, je me fais flasher, la facture, elle arrive au nom de la société, je la paye avec la société. Tu vas la payer avec la société, par contre, tu ne pourras pas la déduire. Ok, d'accord. Voilà. Oui, donc il y a une nuance à faire entre, on peut parfois payer certaines choses avec la société, mais juste qu'on ne pourra pas les déduire. On ne pourra pas les déduire, et puis à un moment donné, je pense sincèrement que ça passera dans ton compte courant. Donc c'est-à-dire que tu devras le rembourser à la société. Vers ta société. Voilà. Ça, c'est pour vous, c'est l'évolution, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. On commence tout doucement à y arriver, franchement. Ouais. Ok. Autre chose que tu veux rajouter, Cindy, Jordan aussi, hein, c'est qu'il ne faut pas faire des dépenses pour le plaisir, en tout cas, de faire des dépenses. On voit parfois des clients s'échiner à faire des dépenses juste en vue de lutter contre la rage taxatoire, ok, mais parfois la meilleure dépense, c'est celle qu'on ne fait pas. Tout simplement parce qu'elle permet de laisser de l'espace pour justement panacher, prendre un dividende, prendre d'autres natures de revenus que simplement de la dépense et des déductions. En tout cas, ce que je retiens pour conclure, c'est que c'est vraiment un vrai sujet et qu'il faut quand même s'y intéresser et poser les questions aux bonnes personnes, parce que ça peut avoir un vrai impact au final sur son portefeuille. Et il y a plein de choses. On a parlé de la voiture, on a vu que c'était pas si clair que ça, qu'il suffisait pas de dire je prends une full électrique. Voilà. Il faut se renseigner, faire des petits calculs pour prendre les bonnes décisions. C'est pour ça qu'on fait des petites pauses compta de temps en temps pour s'élever, prendre du recul et derrière prendre de meilleures décisions pour avoir un meilleur bilan. Tiens, le bilan, on va en parler dans un épisode qui est peut-être déjà disponible ou sera disponible prochainement sur notre chaîne YouTube et sur les différentes plateformes d'Amaris. Vous restez avec moi pour l'épisode sur le bilan? Évidemment. Bon, merci Jordan, merci Cindy. Merci à toi, Dédé. Et puis à bientôt à vous aussi. Et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous écouter, puisque vous pouvez nous écouter aussi en podcast, vraiment sur toutes les plateformes. Donc, vous faites votre sport, vous nous écoutez, vous êtes dans votre voiture le matin dans les emboutes, vous nous écoutez, vous êtes chill chez vous le soir, regardez-nous sur la télé, application YouTube. Sur l'abonnement Spotify que vous allez déduire. Voilà, que vous allez... on va terminer là-dessus. Merci les amis, ciao, à bientôt.